Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons discuter des entrées analogiques en courant. 4-20 minutes, c'est un sujet assez vaste et j'aurais bien voulu le faire sur différents automates pour qu'on puisse voir ensemble les différentes manières de traiter ces entrées analogiques. Mais compte tenu du temps qu'il faut pour présenter sur les différents produits, donc il y aura une vidéo. La vidéo de ce jour portera essentiellement sur les automates Schneider de la gamme M340, M780, même si on va bien présenter tous les principes et la théorie de base qu'il vaut mieux avoir en tête lorsqu'on veut aborder les entrées analogiques. Et d'autres vidéos suivront pour la mise en œuvre sur des automates Rockwell Automation, en l'occurrence le contrôle logique, et sur les automates Siemens. Puis, s'il y a suffisamment de temps, on regardera comment traiter les entrées analogiques sur un DCS. Parce qu'il y a une différence entre un PS et un DCS. Ceux qui ne sont pas au courant de la différence entre un PS et un DCS, je vous invite à regarder la vidéo sur les différences entre le PS et le DCS. Donc, ça vous permettra d'avoir des idées plus claires. Sur la présentation de ce jour, on n'a que 3 sections. La première section, c'est la nécessité des signaux analogiques. La deuxième section, c'est le problème posé par le traitement des entrées analogiques. Parce que pour beaucoup, c'est assez confus. Quand on parle d'entrée analogique, on mélange tout, on a l'impression que parce qu'on connaît le signal qui a collé sur une carte, on sait traiter les entrées analogiques, etc. Cette vidéo va vous permettre de comprendre que c'est un peu plus profond que ce que vous avez toujours l'habitude de voir. Et en bonus, il y aura donc la mise en œuvre sur un automate Schneider M340 ou M780. Puisque ce sont des automates en fait qui utilisent la même gamme d'entrée-sortie. Voilà. Donc, la nécessité des signaux analogiques. De base, ce qu'il faut dire, c'est que au niveau des signaux, des entrées tort, on peut détecter des états qui ne peuvent être que de nature booléenne. Ça veut dire une vanne est ouverte, elle est fermée, un moteur est en marche, il est en arrêt, un seuil de pression est atteint, il n'est pas atteint, un seuil de température est atteint, il n'est pas atteint. Et bien que de nombreux automatismes peuvent se limiter au traitement des signaux torts, les besoins des applications de contrôle ont évolué. Ça veut dire que dans le temps, avec des pressostats, des thermostats et autres, on arrivait à concevoir des automatismes pour gérer des machines. Mais les besoins de l'industrie vont croissant, ce qui fait que utiliser uniquement les signaux torts à un moment donné a posé beaucoup de limites dans la mise en œuvre de certaines applications. Et l'analogique vient justement permettre de rendre l'automate plus utile et plus performant dans les boucles de régulation, dans les boucles de contrôle, dans les contrôles des procédés et apporte plus de flexibilité ainsi qu'une couche de diagnostic. Donc, il peut être nécessaire pour certaines applications de connaître avec précision la mesure d'une température sur un four, par exemple, ou sur la mesure d'une température sur un liquide. Imaginez-vous que vous ayez un process dans lequel on vous dit que la température doit être contrôlée entre 25 et 29 degrés. Avec des trous, vous allez peut-être mettre plusieurs thermostats, commencer à gérer avec des conditions et autres. Mais à un moment donné, ça va devenir vraiment une usine à gaz. Surtout que si vous avez plusieurs phases, c'est-à-dire que vous avez une phase de production dans laquelle la température doit être contrôlée entre 29 degrés et 32 degrés, une autre phase dans laquelle la température doit être contrôlée entre 36 degrés et 42 degrés, vous ne pouvez pas mettre autant de thermostats. Donc, à un moment donné, il vaut mieux investir dans des capteurs, des transmetteurs de température, des transmetteurs de pression, etc., par rapport à vos besoins, qui vont donc vous permettre justement de contrôler ces grandeurs. Donc, les signaux analogiques permettent d'apporter une solution à ça, parce que tout ne peut pas être géré qu'en tort. On a besoin de le connaître avec précision et mesure pour des contrôles en boucle ouverte, boucle fermée. C'est pour ça que ces signaux analogiques existent. Donc, là, j'ai représenté le graphique à la différence des torts qui sont des états 0,1. Un signal analogique peut prendre une infinité de valeurs entre une valeur minimale et une valeur maximale. Donc, on a plusieurs types de signaux analogiques. Il y en a beaucoup. On prendrait 6 heures à présenter comment traiter l'ensemble de ces signaux, les avantages, les inconvénients, etc. C'est pour ça que j'ai circonscrit la vidéo sur uniquement les signaux analogiques en courant parce qu'ils sont les plus répandus dans l'industrie. Bon, ça ne veut pas dire que les signaux en tension n'existent pas, non, il y a des signaux en tension, mais qui posent aussi quelques problèmes. Alors, on a des signaux en courant 0,20 mA, 4,20 mA, on a des signaux
en courant hard, courant plus hard, ça veut dire qu'en plus du 420 mA là, on a une modulation en fréquence qui permet justement de superposer sur le signal analogique un signal numérique et le récepteur peut donc utiliser ce signal numérique là, sur des 0, pour pouvoir avoir des informations de diagnostic sur le capteur, le tag du capteur, etc. Et on a des températures, des RTD, des thermocoupes. Le signal 420 mA est plus utilisé en instrumentation pour deux raisons fondamentales. Il permet d'acheminer l'information sur de longues distances, ce qui n'est pas le cas avec les signaux en tension à cause des chutes de tension. Donc quand vous avez un signal en tension 0,10 volts, supposons que vous contrôlez, vous voulez piloter un variateur de vitesse qui se trouve dans une usine, dans une armoire spécifique, et que malheureusement cette salle est différente de la salle dans laquelle l'automate est installé avec sa carte d'entrée analogique. Donc, le simple fait qu'on ait une distance avec un câble cuivre de plus de 10-15 mètres, on commence à impacter le signal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le variateur peut vous dire que ma vitesse actuellement, si sa vitesse est positionnée sur un signal 0,10 volts, ma vitesse est de 5 volts, proportionnellement à la fréquence bien sûr, et l'automate ne reçoit peut-être que 4 volts ou 3 volts à cause des chutes de tension dans le câble, mais il n'y a pas de chute de courant. Voilà pourquoi le 420 mA permet d'acheminer l'information sur de longues distances. Ensuite, il permet de détecter l'intégrité de la boucle. Ça veut dire que avec un signal 420 mA, même si la grandeur de process est nulle, on doit au moins avoir 4 mA dans la boucle. Donc 0 mA veut dire que effectivement, on n'a pas la possibilité le câble est coupé. Voilà, donc le câble est coupé ou bien le capteur est mort. Donc c'est une information de diagnostic en plus qui n'est pas disponible dans un signal en courant 0,20 mA parce que dans un signal en courant 0,20 mA, le 0 mA signifie que la variable de process est nulle. Donc vous n'allez pas savoir si c'est un problème ou pas. Et vous allez rester avec 0 mA et tout, alors qu'avec 420 mA, quand on a 0 mA, on sait qu'on a au moins une anomalie. Voilà la différence entre les deux. Ensuite, donc, il faut connaître des calculs de base. Les calculs de base, c'est les calculs de base sur les grandeurs analogiques. C'est vrai que c'est l'automate qui va faire ces calculs, mais l'automaticien est supposé connaître ces éléments de base pour pouvoir implémenter au mieux la logique qui va avec. Donc, si on considère un transmetteur de pression calibré sur une échelle de 0,50 bar et qu'on considère qu'il dérive un signal analogique en courant de 420 mA, si le courant dans la boucle est de 15 mA, quelle serait la valeur de la pression en bar? Globalement, on ne va pas trop s'attarder ou perdre du temps dessus parce que c'est un exercice pour classe de 3e. En ce sens que quand on représente l'échelle max et l'échelle min du capteur 0,50 bar sur un 420 mA, on a une relation linéaire et donc on a une équation de droite qui est AI plus B, I étant le courant dans la boucle et B l'ordonnée à l'origine. Donc, on démontre référé cours mathématiques classe de 3e. Les coefficients A, c'est côté opposé du triangle sur le côté adjacent. Ok, c'est en même temps une pente. Donc, on va faire 50 moins 0 divisé par 20 moins 4, ça fait 3,125. Et pour I égale à 4, on sait que la mesure est nulle, M égale à 0, donc on trouve cette relation-ci. Et quand on remplace la variable I par 15, on se retrouve avec une mesure de 34,375 bar. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un exercice de base, juste pour que vous compreniez. Et puis, on a besoin de retenir les formules. Chaque fois, si vous programmez tout, un petit graphique comme ça, et puis vous trouvez l'équation de la mesure physique en fonction du courant, et vous avez résolu votre problème. Donc, d'une manière générale, la variable de process en fonction du courant, voilà ce que ça donnera. Donc, PV I moins PV low divisé par I minus I low. Donc, ça, c'est la pente. OK? Et ça, c'est vraiment de manière générale. Par contre, l'automate ne connaît pas les I. Donc, tout à l'heure, on a fait, ça, c'est en tant qu'instrumentiste, vous avez une mesure de courant dans la boucle de 34. Vous voulez vous rassurer que, est-ce que ça doit correspondre à combien de bars et est-ce que c'est ça qui est affiché, par exemple, par le capteur. Donc, on a pu déterminer cette relation. On va donc regarder comment au niveau de l'automate ça se passe. Donc, au niveau de l'automate, quel est le problème posé?
On a un signal qui va être converti par un transmetteur. Le signal peut être une pression, un niveau, etc. Le transmetteur va délivrer un signal analogique 420 mA en courant. Et au niveau de la carte d'entrée analogique, on aura un convertisseur analogique numérique. Pourquoi? Parce que l'automate, c'est une machine numérique qui ne connaît que des 0 et des 1. Donc, vous ne pouvez pas lui dire 12,5 mA. Ce n'est pas ça. L'automate ne connaît que des 0 et des 1. Donc, il y aura une conversion analogique numérique. On ne va pas rentrer dans les cours, dans les conversions analogiques numériques parce que pour la présentation, ce n'est pas ça le but. Le but, c'est vraiment de comprendre le problème industriel et la mise en œuvre. Donc, cette carte va donner en sortie un nombre de points qui va varier sur une échelle qui dépend du fabricant en fonction de la résolution du convertisseur analogique numérique. Et dans l'application, donc, dans le programme automate, on aura une mise à l'échelle qui va se faire. Pourquoi la mise à l'échelle? Parce que le problème, c'est ça, c'est que certaines personnes travaillent mécaniquement. En temps analogique, oui, il faut faire une mise à l'échelle. Pourquoi il faut faire une mise à l'échelle? Il faut faire une mise à l'échelle parce que l'automate va lire un courant sur sa carte. Dans son programme automate, ce n'est pas le courant dont vous avez besoin. Vous avez besoin de connaître à tout moment la mesure en unité d'ingénierie. La mesure en unité d'ingénierie va vous permettre de dire on a actuellement 12,5 bars dans cette ligne. On a actuellement un niveau de 14,5%. En fonction donc de la logique qui est demandée, si c'est le contrôle du démarrage d'un équipement, l'arrêt d'un équipement, une boucle de régulation, le signal va être traité de la grandeur en unité d'ingénierie et pourra donc permettre de piloter les équipements. Voilà pourquoi on parle de mise à l'échelle. Ensuite, après la mise à l'échelle, on a le traitement des seuils de contrôle. Comme je l'expliquais tout à l'heure, vous pouvez être dans une situation où on vous dit par exemple que lorsque le niveau dans un réservoir dépasse 85%, démarrez une pompe. Mais l'automate va lire des courants. Dans votre programme, vous n'avez qu'un nombre de points. Ensuite, votre algorithme de contrôle vous dit que lorsque le niveau en unité d'ingénierie, donc en pourcentage, est supérieur à 85%, il faut démarrer une pompe. Vous allez comprendre que cette fonction de mise à l'échelle vous permettra donc d'avoir en unité d'ingénierie la grandeur physique, c'est-à-dire la pression, le niveau, et vous allez donc devoir aussi implémenter une logique pour le traitement des seuils de contrôle. Ensuite, vous avez la partie traitement des alarmes de process. Donc, dans le traitement des alarmes de process, on peut aussi définir des seuils hauts et seuils bas pour des alarmes. Par exemple, l'opérateur souhaiterait savoir dès que le niveau dans le réservoir est supérieur à 70% pour que son attention soit attirée, etc. Et je précise que le traitement des alarmes de process peut très bien se faire aussi au niveau superviseur. Donc, on n'est pas obligé de le faire dans un automate, mais on peut le faire au niveau superviseur. Par contre, quand on veut gérer le masquage, par expérience, il vaut mieux gérer les alarmes analogiques dans l'automate. On le verra plus tard. Ensuite, il y a le traitement des invalidités. Comme on a dit, le 420 mA nous permet d'avoir en plus du signal une information de diagnostic. Si le courant est supérieur à 20 mA, on a peut-être un court-circuit dans la boucle. Si le courant est inférieur à 4 mA, on a peut-être une rupture du fil. Donc globalement, voilà tous les problèmes posés par les entrées analogiques. Et on va voir dans les slides qui suivent comment faire pour résoudre chacun de ces problèmes. Alors, donc, premier problème posé, la mise à l'échelle. La carte va recevoir un courant et mettra à disposition de la CPU une valeur en points. Donc, sur les automates chez M340-180, on a des valeurs en général par défaut de 0 à 10 000 points. Mais c'est une échelle qui est modifiable par configuration, on le verra. Sur les automates Siemens, on a souvent une valeur de 0 à 27 648 points. Il faut donc trouver le moyen dans l'automate de convertir les points en grandeur dans une unité d'ingénierie. Donc, il faut convertir des points en unités d'ingénierie, des pourcents pour des niveaux, des barres, etc. Alors, on revient sur l'équation d'une droite affine, classe de troisième. Je ne m'attarde pas dessus parce que n'importe qui avec cette présentation peut démontrer ce qui a été fait. Et donc, l'objectif, quand on a ce problème, c'est de calculer le coefficient A, qui est la pente de la droite, et de déterminer l'ordonnée à l'origine. Une fois qu'on a ces valeurs, on sait et on démontre que la relation est de la forme A multiplié par la valeur en point de l'entente analogique plus l'ordonnée à l'origine. C'est tout. Donc, supposons par exemple qu'on a le même cas de figure sur un automate Schneider.
Donc les points P1, P2 sont 0,10 000, comme j'ai précisé tout à l'heure. Et qu'on veut faire une feuille de calcul pour vérifier cette hypothèse. Donc je vais ouvrir rapidement ma feuille de calcul Excel. Vous voyez ici, j'ai P1 0, P2 10 000, l'échelle du capteur 0,50. Le coefficient A, c'est des formules, hein? Donc j'aurai le B4 moins B3 divisé par B2 moins B1. L'ordonnée à l'origine, voilà, tout est démontré. Et donc, ici, c'est la valeur en points. Ça veut dire que si la carte me donne 1000 points, ma mesure actuellement est de 5 bars. Si la carte me donne 10 000 points, ma mesure c'est de 50 bars, ce qui est déjà bien. Si la carte me donne 8 000 points, ma mesure est de 40 bars. Si la carte me donne 7 650, ma mesure est de 30,25 bars. Bon, ça, c'est juste pour vérifier la formule que je viens de calculer. Donc, je reviens donc sur la présentation. Le deuxième problème posé, c'est le seuil de contrôle. Ça veut dire quoi? Le seuil de contrôle servent à contrôler un équipement. Supposons qu'on veut injecter la vapeur dans un process lorsque la température provenant d'un transmetteur de température atteint 20 degrés Celsius. Donc, on a un transmetteur de température monté sur un process qui mesure la température et il délivre ce signal analogique en 80 mA à l'automate. Donc, on veut injecter la vapeur quand la température du fluide est 20 degrés Celsius et on veut cesser l'injection lorsqu'elle atteint 49 degrés. Donc, ça va nous définir deux seuils de contrôle qui sont, selon la nomenclature, la standardisation ISA 5.1, sont TCH, Temperature Control High, Temperature Control Low. Donc, on a deux seuils, un à 49 degrés, un à 20 degrés. Donc, de manière basique, vous pouvez vous dire, une fois qu'on a fait la mise à l'échelle, il faut juste faire des comparaisons, de se dire que si la température est supérieure à 49 degrés, alors TCH égale à 1, et si la température est égale à 20 degrés, TCH égale à 1. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Pourquoi? Reprenons le même problème, avec par exemple une pompe qu'on veut contrôler en cas de niveau haut, niveau bas. Si le niveau haut démarrait la pompe et arrêtait la pompe, c'est pas de niveau haut. Le souci avec ce type de logique, c'est la fluctuation de la variable analogique autour du point de consigne. Donc cela va occasionner les démarrages intempestifs de la pompe. Voilà par exemple la mesure. Si là on est à LCH, imaginez-vous un temps soit peu que on a un phénomène dans le process où on est proche du point de consigne. Là on monte, on démarre, on arrête, on démarre, on arrête, on démarre, on arrête. En combien de temps on a des démarrages intempestifs? Donc ce problème peut être résolu de deux manières. La première manière, par l'implémentation d'un filtre. C'est aussi possible de filtrer les signaux analogiques. On peut faire un filtre, on peut écrire un bloc fonction qui permet de faire un filtre numérique. Ça pourra faire l'objet d'une autre vidéo. Ou bien utiliser les filtres qui sont proposés par défaut dans la configuration matérielle, notamment pour les automates chaînes ou les automates Siemens. Donc, pour éviter donc ces démarrages intempestifs, il faut donc gérer les seuils de contrôle. Et une autre technique, au lieu de passer peut-être par le filtrage, serait d'utiliser la notion de l'hystérésis. Donc l'hystérésis revient à choisir un pourcentage du seuil comme valeur de reset. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la mesure est supérieure au seuil haut, effectivement, on va faire un set du seuil de contrôle haut. Si par contre, elle est inférieure au seuil haut, pas seulement inférieure, à ce moment-là, pour resetter, il faut confirmer qu'on est vraiment en bas. Donc on est inférieur au seuil haut, retrancher de l'hystérésis multiplié par le seuil haut. Donc, si j'ai une hystérésis de 5%, je dois me rassurer que la mesure est descendue en dessous du seuil bas de moins 5%. Voilà pourquoi, avec cette solution, au moins, on est sûr d'atténuer les effets d'une variable analogique qui est proche du point de fonctionnement. Donc, globalement, voilà ce qu'il en est. Ensuite, pour le traitement des alarmes, elles peuvent être traitées, comme j'ai dit, au niveau superviseur. Au niveau superviseur, vous avez votre variable analogique qui remonte sur le superviseur. Vous définissez les seuils de déclenchement, alarme haute, alarme basse. C'est la méthode la plus simple, la plus facile. Mais avec cette méthode, on se retrouve limite lorsqu'on a besoin de gérer le masquage d'alarme. Pourquoi le masquage d'alarme? Je m'explique. Supposons par exemple qu'on dispose d'une pompe avec un transmetteur de pression à la sortie de la pompe qui contrôle la pression de refoulement et qu'on a des seuils haut et bas, PSH, PSL, il est possible de savoir si on a un souci sur la pompe PSL. Par exemple, quand la pompe fonctionne, on n'est pas supposé avoir une pression basse ou elle a dépassé la pression de refoulement PSH. Posons-nous donc la question de savoir si la pompe est à un état d'arrêt.
Ça veut dire que la pompe est en arrêt, elle n'est pas sollicitée, l'opérateur n'a pas démarré la pompe, le process n'a pas démarré la pompe. Que va-t-il se passer dans la canalisation? La pression sera nulle et l'alarme PSL sur le superviseur sera présente. Est-ce que c'est bien? Le superviseur ne fait que ce qu'on lui demande. Vous lui définissez un seuil. Chaque fois que la variable est inférieure, il vous génère l'alarme. Maintenant, cette information devient déroutante pour l'opérateur en ce sens qu'il est tout à fait normal d'avoir une pression nulle quand la pompe est en arrêt. Donc, l'intérêt donc de pouvoir masquer l'alarme tire tout son sens et dans ce cas, il est plus parti de l'implémenter au niveau automate et de ne remonter vers le superviseur que les bits d'alarme. Ça veut dire que je vais déterminer mon alarme directement dans l'automate et je vais envoyer un bit pour dire niveau haut. Et ce niveau haut là, il est déjà traité pour tenir compte des informations de masquage d'alarme. Je peux très bien décider que si la pompe est à l'arrêt, il faut masquer l'alarme de pression basse. Par exemple, c'est moi qui choisis. Et ensuite, l'un des derniers problèmes qui peut être posé, c'est le traitement des invalidités. Comme j'ai dit, si le courant est fait à 4 mA, on peut générer une alarme de rupture de fil. Si le courant est supérieur à 20 mA, on peut générer une alarme toujours de problème, etc. Donc, comment on va donc procéder sur un automate Schneider? Je tiens à préciser que sur l'automate Schneider, il est possible, lors de la programmation, d'utiliser une instruction pour pouvoir simuler une entrée analogique parce que les entrées analogiques de base, vous ne pouvez pas écrire dans des pourcents IW lors de la simulation. Donc, comme cette présentation est faite depuis un PC qui n'est pas connecté à un automate réel, je vais donc devoir utiliser pour les besoins de présentation ce bloc. Mais si vous créez votre application, effectivement, vous n'aurez pas besoin de le Watt parce que le capteur sera physiquement connecté à l'entrée. Donc, on va rapidement regarder au niveau de Unity Pro. Donc, on crée un nouveau projet. Donc, on crée un nouveau projet. On va se positionner sur une CPU 580 avec un port Ethernet. OK. Alors, le projet étant créé, on va rajouter rapidement dans la configuration matérielle, on va rajouter une carte d'entrée analogique. Supposons par exemple qu'on veuille rajouter une carte d'entrée analogique au niveau isolé rapide ou bien une carte de 8. C'est pas grave et on prend le type de données d'entrée-sortie topologique. OK. Donc, une fois qu'on l'a fait, on va donc dire qu'on va câbler un capteur de pression sur la première voie et ce sera un signal 420 mA. Donc l'échelle, vous voyez, c'est 0,10 000 par défaut et il peut contrôler le dépassement. Ça veut dire que si le signal est à moins 800, on peut savoir ce qui se passe. Si le signal est supérieur à 10 800, on peut savoir ce qui se passe. Et là, on a la possibilité de mettre un paramètre de filtrage. Je valide ma configuration, j'enregistre et je vais donc donner le nom de pression à mon projet. On va essayer de gérer un capteur de 0,50 bar. OK. Donc, une fois que j'ai fini avec ma configuration matérielle, dans mes variables élémentaires, je vais me créer une variable de type pression. On se rappelle que le type de données pour les entrées analogiques, ce sont un nombre de points, donc c'est des integers. Et l'adresse, on va bien être à pourcentage IW0. La carte à l'emplacement 2 et on va prendre la première. J'ai un petit souci avec mon clavier. IW0.0.2.0. Voilà. Donc pour vérifier rapidement, vous ouvrez pour assurer que le symbole pression est affecté là. OK. Ensuite, là j'ai enregistré. Je vais donc créer dans mes types
DFB, on va essayer de se créer un bloc EANA. En entrée de mon bloc, on va dire qu'on va avoir E min. E min, on va se dire que c'est la mesure du capteur, donc ce sera plutôt en réel. L'échelle minimale, l'échelle maximale, c'est en réel. Mesure ANA, ce sont des entiers qui viennent de la carte. Ensuite, donc on a l'échelle min, l'échelle max. On va par exemple se rajouter l'hystérésis et on va en rajouter, l'hystérésis va plutôt être en réel et on va se rajouter seuil de contrôle au seuil bas, alarme haute, alarme basse. Voilà. Donc les alarmes aussi, ce sont les seuils. Donc il va falloir différencier. Donc on va écrire plutôt ALA-S. Donc pour dire c'est un seuil. Bon, je vais quand même mettre des commentaires pour que ce soit... Donc le seuil ici, c'est le seuil de contrôle. OK. Le premier, c'est le seuil de contrôle O. OK. Et là, on a la mesure. Donc en sortie, on va faire mesure en réel. OK. Ensuite, on aura le MCH symbolien. Le MCL. Donc, j'enregistre de temps en temps. On aura donc la mesure, sur le contrôle O, on aura la lame haute, la lame basse. Voilà. Donc ici, on a défini tous les paramètres d'entrée et on va donc venir au niveau de la section du FB. Si vous avez du mal à comprendre la logique derrière le langage FBD, je vous invite à visionner la vidéo sur le langage de programmation FBD qui a aussi été fait avec un tutoriel sur Unity Pro avec un automate Schneider. Donc je vais rajouter une nouvelle section traitement. Voilà, la section s'appelle traitement, on l'a mise en ladder. Donc la première chose, est-ce qu'il vaut mieux la mettre en ladder ou bien, donc on va plutôt la mettre en langage, on va plutôt la mettre en langage FPD. J'aime bien le FPD. J'aurais pu aussi la faire en ladder, hein. C'est juste que je suis plus à l'aise. Je vais vite en fait avec le FPD. Donc, alors, on va donc, le premier réseau, c'est la mise à l'échelle. Le premier réseau, c'est la mise à l'échelle. Voilà. Dans la mise à l'échelle, on va faire un calcul. On va mettre ici la mise à l'échelle. Donc, j'aurai besoin des variables intermédiaires. Ici, j'aurai le coefficient A. Ce sera un réel. J'aurai le coefficient B. Donc, je vais revenir dans ma présentation pour qu'on regarde l'équation qui a été déterminée là. On avait vu que c'était
E max fois E min divisé par P2 moins P1. Mais comme on est sur un automate Schneider et qu'on a un P2 qui est un P1 c'est 0 et le P2 c'est 10 000, donc il faut plutôt faire E max moins E min divisé par P2. Donc, j'aurai une variable temporaire 1. Je vais en mettre autant que je veux. Hein. Je rappelle que la formule, c'était A égale à E max moins E min. Donc, E max moins E min. Donc, le var 1, c'est E max moins E min. Je vais donc créer un bloc, sélection de données. Je vais prendre E max moins E min. Je vais prendre ça dans la bibliothèque de base mathématiques. E max moins E min, c'est une soustraction. Donc, je vais faire E max moins E min. Je vais ranger ça dans le var 1. Ensuite, il va falloir diviser ça par 10 000. Et le B, c'est E min. Non, le B en réalité, c'est E min. Donc pour le B, je peux très facilement faire un move. Voilà, dans le B. Le B en réalité sera le E min. Et il me faut une division. Voilà, donc je vais diviser ma variable 1 par 10 000. Et le résultat va être rangé dans le A. OK? Et donc, je vais redéfinir une autre variable intermédiaire, la variable 2, qui sera en fait, donc le premier produit, c'est une multiplication. Donc, je vais choisir une multiplication. Donc, on va multiplier A à la mesure analogique qui est en point. Mais pour multiplier A par une mesure analogique en point, il faut déjà passer par une conversion. Donc, la conversion, on va nécessiter notre variable. Ici, mesure en A réel, qui n'est rien d'autre qu'une conversion. Je vais prendre la conversion dans la bibliothèque des types. Donc, on va partir d'un intégral vers un réel. Voilà. Donc ici,
utiliser la variable 2. Je vais voir si c'est possible directement. Donc, ça c'est une autre équation. Dans la variable 2 et la mesure, donc, ce sera la variable 2 plus b. Donc, il me faut un bloc d'addition. J'aurai la variable 2, j'aurai la variable b. Bien évidemment, si vous êtes sur une échelle 0, 10 000, le b ne sert à rien, on peut directement variable e 1000. Donc là, c'est une fonction qui est faite de manière plus générale. Et ici, donc, je viens de déterminer la mesure analogique réelle. Voilà, pour l'instant, je n'ai pas d'erreur. Donc là, j'ai traité la mise à l'échelle. Maintenant, il va falloir que je traite les seuils de contrôle. Dans le seuil de contrôle, j'aurai besoin aussi d'une autre variable poubelle là. On va créer la variable 3, la variable 4. C'est une multiplication. Donc, le seuil de contrôle, il va falloir multiplier le seuil haut, alarme le seuil haut, par l'hystérésis. Et dans ce cas, l'hystérésis est défini en pourcentage directement. Donc, il faudrait que lors de la configuration de votre bloc, vous sachiez que vous allez mettre l'hystérésis directement en pourcentage. Donc, ici, je peux ranger ça dans la variable 3. Et je vais faire la même chose pour la variable 4. Mais cette fois-ci, ce sera avec le seuil mini. Voilà, seuil bas. Donc, maintenant, les conditions pour traiter le seuil de contrôle haut, il va falloir comparer. Donc, je vais prendre un bloc de comparaison. On va prendre supérieur égal, inférieur égal, donc greater or equal en réel. Et on va faire la chose less or equal. Donc, on aura plutôt supérieur égal et on aura strictement inférieur. Voilà. Par contre, pour la partie seuil de contrôle haut, ce sera différent. On aura le inférieur, le strictement inférieur. Non, c'est inférieur ou égal, pardon. On aura plutôt inférieur ou égal. Et on aura strictement supérieur.
Donc, tout ça va se jouer avec des bascules 7-7. C'est plus simple de procéder comme ça. Donc, voilà. 7-7. Pour vous le voir. Donc, 7-7, j'aurai 2. Donc, la première condition pour mon seuil de contrôle haut, c'est que la variable soit supérieure. Et ma deuxième condition, ma première condition aussi pour le seuil bas, c'est inférieur ou égal. Donc maintenant, le reset va venir du less than. Là, il faudra comparer la mesure à la variable 3. Ici, il faudra comparer la mesure à la variable 4. Là, on compare la mesure pour CT au seuil même. Donc, le seuil, alarme seuil haut. Non, c'est le seuil, seuil haut. Et ici, c'est seuil bas. La mesure. De la même manière, même pour les alarmes, on peut traiter les alarmes en tenant compte aussi de l'hystérésis. Tout dépend de ce que vous avez envie de faire. Si le signal est bien filtré, pas trop besoin, mais bon. Dans le cas de cette application, on ne va pas le faire, mais c'est le même principe. Donc ici, j'aurai donc la possibilité de piloter mon seuil haut, MCH, et là, j'aurai la possibilité de piloter mon seuil bas, MCL. Il me reste donc maintenant les alarmes. Donc pour les alarmes, on va rajouter un dernier réseau. Traitement des alarmes. Voilà. Dans le traitement des alarmes, je vais prendre supérieur égal. Et je vais prendre inférieur égal. Je vais rajouter une instruction. Donc, dans le masquage ici, au niveau des entrées, on devait faire, on doit rajouter peut-être masquage au, c'est un réel, c'est un booléen, pardon. Et le masquage bas. Donc là, j'aurais besoin d'une instruction et logique que je prends dans la bibliothèque de base au niveau de la logique. Voilà. Ici, j'inverse. Donc, je vais prendre. C'est vrai que l'instruction que j'ai prise ne semble pas la bonne. Il faut que je prenne une instruction logique pour des booléens. Voilà.
Je sais pas pourquoi mon bloc est passé bleu. Regardons rapidement après la liaison. Ici, je vais vérifier que je n'ai pas le masquage haut. Et là, je vais vérifier que je n'ai pas le masquage bas. Donc, je vais comparer la mesure au seuil d'alarme. Donc, ici, le seuil d'alarme haut et le seuil d'alarme bas. Et c'est ça qui va me permettre de déterminer donc mes alarmes. Si je suis en alarme haute ou je suis en alarme basse. Voilà, donc là j'ai fini de traiter mes alarmes. Donc le bloc il est quasiment fait. Hein, parce que quand je regarde l'ensemble des sorties, j'ai le seuil de contrôle haut, seuil de contrôle bas, mesure représentative, tout est traité. Voilà. Donc maintenant on va l'instancier. On va l'instancier, on va créer une session. Par exemple, pompe, juste pour le cas, je vais déjà compiler le projet. Vous voyez que le bloc n'est plus en chantier. Donc, je le récupère dans mon application. Voilà. Il y en a, il est là. Un joli bloc avec tous ces paramètres. Donc, E-min, on a dit 0.0. E-max, on a dit un capteur de 0,50 bar. La mesure en A, elle viendra plutôt de la pression, la carte. Et c'est résiste, si je dis que je me mets à 0,05, ça fait 5%. Le seuil haut, on va se mettre en seuil de contrôle de 70, non, 70%, donc disons peut-être 40 bars. Le seuil bas, on va dire 10 bars. La lame seuil haut, on va dire qu'on est à 47. La lame seuil bas, on va dire qu'on est à 13. Le masquage à lame haute, on n'en a pas besoin, donc je vais laisser vide. Et le masquage bas, on va créer un bit. Par exemple, pompe en marche. Voilà. Il me demande de créer une variable. Je vais créer pompe en marche. Et on va donc donner la mesure. Ici, c'est une mesure pression. C'est pression haute. C'est pression basse. PAH. Alarme haute, PAH. Alarme basse, PAL. Voilà. Donc, je crée une variable là. Et je régénère tout le projet. On va donc en simulation ce qui va se passer. Donc, j'active déjà la simulation sur mon projet. Ensuite, je vous connecte à l'automate virtuel.
Je transfère le projet. Donc, là, j'ai défini mon bloc, mais je vous ai dit que pour simuler, il faut utiliser une instruction parce qu'on on peut pas simuler directement les entrées analogiques. Donc, on va rajouter l'instruction white input integer. Donc, je vais rajouter ici l'instruction white input. Voilà. Donc, ici, on va par exemple, je vais définir ici une mesure simulée. C'est bien les intégers. Et ici, je vais simuler ma pression. Donc, je génère le projet, je valide. Téléchargement vers l'automate virtuel, c'est correct. Je lance une table d'animation. On va essayer de se positionner, d'arranger les fenêtres pour voir rapidement. Voilà. Donc, ma pression simulée, supposons par exemple que je veux mettre 2000. Il m'a mesuré une pression de 10 bars. Et actuellement, je suis en seuil bas. Ok? Je n'ai pas de masquage actuellement. Donc, je vais continuer à simuler 6230. Je me trouve le 31,15. Ensuite, mon seuil de contrôle était à 40, seuil de contrôle haut. Donc, 6900, 7325, 8110. Voilà, je suis à 40,55. Vous allez voir, si je descends donc 8110, 8100, j'ai toujours un seul de contrôle haut, donc 8050, 8020, 8010. J'ai toujours mon alarme qui est active, hein. Mon seul de contrôle, autant pour moi. 8001, 7995. Je suis toujours actif. 7990. Je suis toujours actif. 7985. Toujours actif. 7975. Toujours actif. 7950. Toujours actif. 7910. Toujours actif. 7900. Toujours actif. Parce que j'ai 5% d'hystérésis. 7800. Toujours actif. 7700. En 8,5, on va regarder rapidement le calcul qui est fait au niveau des hystérésis. Ah, j'ai fait une erreur. Donc, le calcul ne devait pas comparer plutôt à l'hystérésis, il devait comparer plutôt au seuil moins l'hystérésis. Donc, on va corriger très rapidement ensemble le bloc. Dans le bloc, on ne devait pas comparer juste à l'hystérésis, on doit comparer, on va ajouter une soustraction et une soustraction pour le seuil haut et une addition pour le seuil bas.
Donc, mathématiques, soustraction réelle. Donc, je vais essayer de faire ça très rapidement. Donc, on va soustraire plutôt on va soustraire le seuil haut, parce que c'est ça le principe de l'hystérésis même. Et ici, on va ajouter le seuil bas. Et la même modification au niveau du seuil bas. On va arranger ça dans la variable 4, qui est une variable temporaire en fait. Donc une fois que c'est fait, on va compiler. Donc ici, j'avais une petite erreur, hein. Je devais normalement ajouter l'hystérésis au seuil bas. Voilà. Donc après avoir généré, on va revenir sur notre table d'animation. Donc là, je ferme la section du traitement. Je suis à 38,5. Est-ce que si je descends à 7600, la valeur reste... Voilà. Donc, je suis descendu à 7400 et mon seuil haut a disparu. Donc maintenant, si je décide de simuler la pompe en marche, je force à 1. Vous allez voir, quand je vais faire tomber ma pression, 1400 points, j'ai 7 barres. Normalement, j'étais censé envoyer l'alarme basse, mais parce que ma pompe, bon, c'est la description qu'on a prise, c'est pompe en marche. En réalité, c'était pompe en arrêt. Donc, j'ai pris pompe en marche. Normalement, la description devait être pompe en arrêt. Donc, si je fais pompe en arrêt, bien, je vais modifier directement dans l'éditeur de variables. Pour que ça ait un sens. Donc, on masque l'alarme quand on a l'information que la pompe est en arrêt.
Alors, une fois que j'ai ça, si on suppose que la pompe a démarré et qu'elle atteint par exemple une pression de 25 bars et que la pompe n'est plus en arrêt, donc si j'enlève ce forçage, ça fonctionne. Et si subitement la pompe tombe à 1100 points, la pression dans 5,5 bars, 5,5 bars, si j'enlève la pompe en arrêt, vous voyez que si j'enlève la pompe en arrêt, je génère automatiquement le seuil de l'alarme basse. Donc globalement, voilà comment on a pu gérer. Je vais faire ma table d'animation et je vais vous montrer une autre méthode qui aurait pu traiter uniquement la mise à l'échelle. Donc pour ce faire, on va utiliser un bloc qui est défini déjà dans la bibliothèque de Schneider au niveau du contrôle continu. Donc il faut parcourir la partie la bibliothèque contrôle continu. Donc contrôle continu, il y a un bloc qui s'appelle scaling. Voilà, donc le bloc s'appelle scaling et il permet de prendre une entrée analogique pour directement la mettre sur un format, bon, une variable, hein, pas une variable analogique, une variable pour la mettre sur un format sur une certaine échelle. L'inconvénient de ce bloc, c'est qu'il nécessite en entrée une variable de type réel. Donc on aura besoin dans un premier temps d'une conversion de l'intéger vers le réel. Donc je vais rajouter cette instruction et cette instruction va prendre la pression l'instruction prend la pression et on va créer les ici les paramètres, on va créer une variable paramètre pression, ok, et on va venir directement dans l'éditeur des variables pour pouvoir définir dans ces paramètres là dans les paramètres de la pression, il faut donc définir l'échelle minimale et l'échelle maximale. Donc là, si je dis qu'on est à 0, en entrée, on va aller jusqu'à 0 à 10 000 points. C'est ce que la carte nous donne. En sortie, on sera de 0 à 50 bars. Donc si j'enregistre, on va essayer de compiler pour voir le résultat de ce bloc et le comparer avec les formules qu'on a définies dans le bloc que nous-mêmes on a créé. Bon, comme j'ai dit, l'inconvénient de ce bloc, c'est qu'il nécessite qu'on fasse d'abord une conversion. Donc, il ne permet pas de prendre directement en entier des intégres. Donc là, je vais générer le projet. Vous voyez, ici, j'ai 5,5 et là, j'ai 5,5. Donc, si je reprends ma mesure ici, je la fais passer à 2300
10, 312 même. Il me trouve 11,56 bar. Et la deuxième instruction me trouve aussi 11,56. Donc globalement, voilà les deux méthodes qui permettent de déterminer, de faire la mise à l'échelle. Donc moi, je préfère utiliser les formules qui sont simples. Je crée mon propre bloc et je ne me limite pas qu'à la mise à l'échelle. À l'intérieur, je gère toutes mes alarmes, mes seuils de contrôle. Donc voilà ce qu'on pouvait dire globalement sur cette présentation.